Salut YouTube et bienvenue dans ce retour des faits intéressants. Pour redémarrer en beauté, je me suis dit qu'une vidéo sur l'un des plus grands mystères de notre époque ferait parfaitement l'affaire. Bien évidemment, le but ici est de vous donner envie de connaître le sujet et pas de vous l'expliquer en entier. Sinon, je deviendrai physicien. On va tous ensemble découvrir toutes les possibilités de notre quatrième dimension. C'est parti pour le retour de 3 faits intéressants sur le temps. Alors oui, évidemment, avant de parler du temps en lui-même, il est quand même préférable d'en définir les limites. Il existe plusieurs notions de temps relatives à chaque être vivant, mais ici je vais tâcher de vous expliquer mon interprétation du temps, ce que j'ai compris là-dessus en faisant mes recherches. La notion du temps est, au même titre que la largeur, la longueur et la profondeur, une dimension dans laquelle nous vivons. C'est dans cette dimension que les événements du passé, du présent et du futur peuvent être ordonnés. Mais, car il y a toujours un mais, contrairement aux autres dimensions, nous ne pouvons pas la contrôler, nous ne pouvons pas naviguer dedans à notre guise. Pour simplifier à fond, imaginez-vous une montagne russe. Imaginez-vous dans un wagon dans cette même attraction. Le wagon avance, suit son cours, mais à aucun moment vous ne pouvez le stopper ou l'accélérer. Le temps c'est à peu près pareil. Nous sommes seulement spectateurs des événements et à aucun moment nous pouvons les accélérer ou les ralentir. Malheureusement, le temps étant une notion ultra complexe, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous embrouiller totalement. Donc pour le moment, on va rester sur cette définition assez vague et pas du tout précise, et tout de suite enchaîner sur le fait numéro 1. Peut-on voyager dans le temps? En toute logique, vu qu'on place le temps sur le même plan que les autres dimensions, c'est totalement possible. Après, dans la réalité et dans la pratique, c'est déjà une autre paire de manches. Avant tout, il va falloir séparer le voyage dans le futur et le voyage dans le passé, car les deux sont extrêmement différents. On va alors d'abord parler du voyage dans le futur, et ensuite on enchaînera sur le voyage dans le passé. Techniquement, nous voyageons déjà dans le temps, ou du moins nous voyageons déjà vers le futur. Car oui, même si c'est logique, il ne faut pas oublier qu'à chaque seconde qui s'écoule, nous nous retrouvons de plus en plus dans notre futur. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le genre de voyage qui nous fait rêver. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre des événements avant tout le monde. Et encore une fois, techniquement, c'est possible. Évacuons directement le problème des paradoxes, ça n'existe pas dans les voyages vers le futur. Pour la simple et bonne raison que les événements que vous allez changer ne sont pas encore arrivés et n'ont donc pas encore de conséquences. Et c'est là que vous me demandez, mais c'est cool tout ça Jamy, mais comment est-ce qu'on peut voyager vers le futur? Il y a deux manières d'y arriver. Soit vous la jouez flash, c'est-à-dire que vous accélérez tellement votre vitesse par rapport au reste du monde que vous vous retrouverez dans le futur, soit vous la jouez interstellar en vous approchant d'un objet ayant une gravité tellement immense qu'il ralentit votre perception du temps. Ça, c'était pour le voyage vers le futur, mais après, pour voyager dans le passé, ça va tout de suite être plus compliqué. Il existe une multitude de lois qui interdisent ces voyages, dont notamment le principe de causalité, aussi appelé paradoxe du grand-père. Après, il existe quelques hypothèses permettant de contourner ce paradoxe. Par exemple, l'hypothèse du multivers dit que le voyage dans le passé est totalement possible, et que lorsque vous modifiez un événement, vous ne créez pas un paradoxe, mais créez une alternative temporelle, qui n'affectera pas votre temporalité de base. Et malgré que ce soit une hypothèse non vérifiée, on va pas se mentir, ça a quand même le mérite de faire rêver. Alors on a traité de la définition du temps et de la possibilité d'y voyager, mais savez-vous comment est-ce qu'on mesure le temps? Ici je ne parle pas de la façon dont votre horloge fait tic-tac tel des écureuils de Disney, mais bien de la mesure du temps au niveau atomique. Car oui, au cas où vous vivriez dans une grotte depuis 30 ans, on est maintenant capable de mesurer le temps grâce aux atomes. Je vais tâcher de vous expliquer sans trop rentrer dans les détails, car sinon je vais vous perdre, comment fonctionne l'horloge atomique. Vous verrez, c'est très simple. Avant tout, il faut comprendre que les atomes, c'est-à-dire ce qui constitue quasi toutes les matières dans l'univers, peuvent être dans différents états. Pour citer les états les plus importants, il y a l'état fondamental, aussi appelé l'état stable, et les états excités. Les atomes, en fonction de la quantité d'énergie qu'ils contiennent, peuvent transiter d'un état à l'autre. Par exemple, un atome qui contient peu d'énergie sera dans un état dit fondamental. Mais si on lui donne beaucoup d'énergie, comme par exemple en le chauffant, il accumulera trop d'énergie pour rester dans cet état, et passera donc dans un état dit excité. Malheureusement, cet atome ne peut pas rester excité trop longtemps, sous peine de devenir trop instable. Il va donc perdre son surplus d'énergie sous forme de rayonnement, et ainsi pouvoir retourner à son état fondamental. L'horloge atomique dans tout ça va utiliser ce retour à l'état fondamental pour mesurer le temps. Elle va envoyer un rayon thermique vers l'atome en question, ce qui va lui donner de l'énergie et donc le rendre excité. Étant donné qu'il ne peut pas rester excité trop longtemps, il va retourner à son état fondamental en émettant un rayonnement. L'horloge va alors détecter ce rayonnement et mesurer le temps écoulé entre le moment où elle a envoyé son rayon thermique et le moment où l'atome émet son rayonnement de changement d'état. Et considérez cela comme une seconde. Alors il faut savoir qu'on peut utiliser une tonne d'atomes pour mesurer l'heure, mais pour le moment l'atome le plus utilisé est l'atome de césium.
Et si vous vous demandez pourquoi cet atome en particulier, c'est juste car la durée de son changement d'état est la plus proche de la seconde conventionnelle. Voilà. Comme je l'ai dit dans le premier fait, le temps n'est pas universel. Et dans la mesure où il n'est pas universel, cela veut dire qu'il peut changer en fonction de certains facteurs. Je vous avais parlé plus tôt de vous la jouer Interstellar, sans trop vous expliquer le pourquoi du comment. Il est donc venu de vous expliquer. Pour faire court, la théorie de la relativité générale, énoncée par El Famoso Albert Einstein, nous dit que la gravité dilate le temps. Cela s'applique à tous les corps massifs, y compris les planètes et les trous noirs. Sur Terre, la gravité n'est pas super grande. Ces effets sont vraiment minimalistes, de l'ordre du microseconde. Par exemple, en 1976, lorsqu'une sonde fut envoyée à 10 000 km d'altitude, là où la gravité est un peu plus faible que sur le plancher des vaches, ces instruments ont enregistré une dilatation du temps de 40 microsecondes par rapport à l'heure de la Terre. Mais sur un objet 4 millions de fois plus massif que le Soleil, et contenant par extension une gravité infiniment plus grande, quelles conséquences sur le temps cela va engendrer? En toute logique, les conséquences seraient infiniment plus grandes pour le temps. Mais les gars, si j'en parle, c'est que c'est pas totalement vrai, ou du moins pas assez complet. Si effectivement vous trouvant devant un trou noir, le temps se dilaterait de plus en plus, ce n'est évidemment pas la seule conséquence du lot. La gravité et les forces de marée émanant du trou noir seraient tellement immenses que cela n'affecterait pas seulement le temps, mais bien l'espace tout entier. En réalité, si vous vous retrouvez face à Sagittarius A, le trou noir présent au centre de notre galaxie, non seulement votre perception du temps serait gravement affectée, mais vos dimensions physiques aussi. Votre montre accélérerait de plus en plus et vous vous retrouveriez tout simplement tordu dans tous les sens. Comme d'hab, si vous voulez plus d'informations au sujet de la dilatation du temps, je vous mets le lien de mes sources en description. Comme vous le voyez, le temps est bien plus fascinant que l'on peut le penser. J'espère avoir réussi à vous passionner autant que moi sur ce sujet qui est pour moi l'une des énigmes les plus intéressantes de l'univers. Malgré mes recherches, le temps reste pour moi quelque chose de complexe et de mystérieux. Nous ne savons pas pourquoi il est là, comment il fonctionne, mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il reste important pour chacun d'entre nous. Salut YouTube.